Bonjour à tous, je suis Olivier Lefauder d'AOC Insurance Broker. Nous sommes une insurtech, nous sommes un comparateur spécialiste en mobilité internationale, donc pour tout ce qui touche au domaine de l'assurance, avec une plateforme SaaS qui permet de digitaliser les appels d'offres pour les groupes en mobilité, en santé, prévoyance, en s'attaquant au périmètre des garanties, du prix, mais aussi le côté réglementaire, dont on va parler d'ailleurs, la compliance, c'est ce que l'on peut faire et ne pas faire, ou voire ne pas exporter un modèle français dans un pays étranger, en fait. Voilà. Nous sommes autrement membres de la French Tech, labellisé Finance Innovation. Voilà. On apporte un côté disruptif à ce secteur d'activité, avec aussi un modèle alliant la prévention, en dehors de la partie purement assurance, en fait. Oui. Je vais essayer d'être concret, parce que je pense que ce qui est important, c'est d'être concret, assez pratique. Je dirais au préalable, quand j'écoutais mes collègues à côté, que la première des choses à faire, c'est de définir une politique de mobilité internationale. Donc, définir une politique de mobilité internationale, c'est soit faire appel à des experts ou d'écrire sur un bout de papier ce qu'on veut faire et quelles sont les problématiques, quels sont les risques que l'on peut rencontrer. Je prendrai aussi un élément qui a quand même son importance, parce que on ne parle là que de Français qui partent, mais aujourd'hui, toutes les entreprises est un multipode de nationalités. Donc, on peut avoir des anglophones, des américains, on peut en accueillir, en envoyer, etc. Donc il faut tenir compte des prérogatives de chacun, parce que sur le plan culturel, personne ne pense de la même manière. Un Français veut tel type de couverture, un anglo-saxon tel type de couverture, etc. Donc, on ne peut pas toujours penser que le modèle français qu'on veut exporter aux quatre coins du monde est possible dans tous les cas de figure, c'est même loin d'être possible. Prenons aussi le cas, de manière très pratique, que la majorité des entreprises qui envoient des expatriés à l'étranger les envoient dans des filiales, donc en contrat de droit local. Ce n'est pas pour autant que ces entreprises ne leur offrent pas une couverture sociale internationale. En fait, Donc dans ce cas de figure, et comme toutes ces entités cherchent à optimiser, j'allais dire, les rémunérations sous toute forme que ce soit d'utiliser des pays comme l'île Maurice pour envoyer des expatriés en Afrique, Singapour pour les envoyer en Asie, la Suisse pour les envoyer aux quatre coins du monde, etc. Le but est quand même d'économiser aussi pour ces entreprises les charges sociales attenantes, les éléments de retraite, etc., par exemple, qui ne vont pas être pris à la tête du groupe, mais gérés aussi dans les différentes filiales. Et je dirais que préalablement, les expatriés, ils regardent ça de manière globale. C'est la rémunération, y compris ma santé, ma protection sociale, etc., etc. En fait, donc c'est une négociation de gré à gré qui s'effectue avec l'entreprise, en fait. Donc, je pense que le premier point, c'est la définition de cette politique de mobilité internationale. Ensuite, se pose la problématique de se dire comment je mène cette politique de mobilité internationale. Il est évident que si on est une entité avec une entité multiculturelle, avec des expatriés provenant de toute nationalité, on va de fait pas mettre en place un modèle à la française, entre guillemets, qui ne sera pas compris par des personnels d'autres nationalités. Donc on devra beaucoup plus s'approcher d'un modèle anglo-saxon, en fait. D'ailleurs, à mon sens, seuls ces modèles respectent la compliance sur le plan d'ordre juridique pour les entreprises, mais aussi les assureurs, ou la majorité des assureurs, contrairement, on va dire, aux providers sur le marché français, avec des montages que je pourrais qualifier de plus compliqués, alors qui ont une résonance sur le marché français. Par exemple, s'assurer dans le cadre d'une association de la 1901, avec une taxe d'assurance ou pas de taxe d'assurance, posera des conséquences automatiquement si l'on déploie des personnels aux États-Unis, au Middle East, etc. En fait, parce qu'on n'aura peut-être pas le bon assureur, on n'aura peut-être pas le bon plan, etc. L'autre point aussi qui est important, sur lequel j'attire votre attention, c'est, je trouve, c'est pas, je dirais pas stupide, même totalement inutile, les politiques qui sont menées par des groupes, voire même des très gros groupes, qui vont dupliquer, on va dire une protection sociale en local, dont ne va pas se servir l'expatrié, et en plus une couverture internationale. C'est-à-dire que, ou alors il a une couverture locale dans laquelle il y a des trous dans la raquette, et on ne l'offre pas, j'allais dire, une couverture internationale. Ce qu'on rencontre dans des groupes, voire même très très importants,
alors plutôt que d'optimiser cette politique de mobilité internationale, en utilisant cette fameuse compliance, donc des assureurs santé internationaux qui peuvent opérer, parce qu'ils ont des licences d'assurance dans ces pays, d'offrir une couverture internationale mais aussi locale, en respectant les règles juridiques dans les pays. Prenons l'exemple, si vous avez des expatriés au Royaume-Uni, vous devez payer 12% de taxes sur votre police d'assurance. Tout comme en France, quand vous acquittez votre multirisque habitation et votre assurance auto, vous avez des taxes. Donc tous les pays dans le monde essayent de collecter de l'argent, et donc par voie de conséquence, les entreprises se doivent de respecter ce cadre légal, tout comme les assureurs d'ailleurs, parce que c'est eux qui sont les collecteurs, et donc de libérer ces différents éléments. On constate par exemple sur le Middle East, mais par exemple aux États-Unis, on voit encore de nombreuses sociétés françaises qui assurent des expatriés, qui déploient des expatriés sur ces destinations sans être dans les règles juridiques qu'impose le cadre local. Prenons l'exemple des États-Unis. Envoyer des expatriés aux États-Unis, c'est automatiquement se conformer à la loi Obamacare. C'est comme si j'avais des étrangers sur le sol français que je recrute et je ne les mettais pas à la sécurité sociale. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que sur le plan en France, on respecte scrupuleusement le cadre. Par contre, quand on envoie des expatriés à l'étranger, on est souvent très hors cadre, en fait. La raison, elle est multiple, mais j'en ai une qui est le plus important, c'est le côté culturel. C'est-à-dire qu'on a un système social qui est tellement compliqué, mais que les gens apprécient tous, qu'on essaye, dans tous les cas de figure, essayer de faire des copier-coller de toutes les façons possibles et imaginables pour les personnes que l'on expatrie. Je parle bien là des Français. Il est évident que c'est bien plus compliqué d'expliquer à des Français qui vont s'expatrier aux États-Unis qu'est-ce que c'est que la loi Obamacare, et comment ça marche en fait, et comment ça marche les networks, les franchises, etc. Et pour autant, c'est le cadre. L'entreprise qui ne respecte pas ce cadre, c'est 100 $ par jour et par employé, et s'il est attaqué dans les tribunaux, ça peut lui coûter des millions de dollars, en sachant que le salarié, lui, ne pourra pas avoir la déductibilité au titre de son IRS, en fait. Donc, et le faire par un groupe qui n'y serait pas compliance, malgré le fait de produire des éléments, parce qu'il y a des documents juridiques à produire, comme dans tout système. Aux États-Unis, il faut délivrer un N95, il faut être un taxpayer ID aux États-Unis pour être dans le cadre de la réglementation. Donc, je pense que le contexte juridique est très important au départ, en fait. C'est comment je veux assurer mes expatriés, s'ils sont toutes de toute nationalité ou français, avec ce cadre juridique, quel type d'assureur je dois aller voir. Et de fait, plus important, plus intéressant d'aller voir directement ou de gérer en direct chez un assureur cette partie que par rapport à des providers ou à des montages juridiques que je pourrais dire de particuliers, mais aujourd'hui qui n'ont quasiment plus lieu d'être, hormis, j'allais dire, dans la zone euro. Parce que dans la zone euro, c'est différent, on est en libre prestation de services, etc. Mais dans tous les autres pays, se pose cette problématique d'ordre juridique, en fait. Là, donc, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, quelles qu'elles soient, la majorité, enfin celles que l'on voit, ce sont automatiquement des personnes qui travaillent au sein de ces entreprises qui ont un visage multiculturel. Et il faut aussi penser dans votre politique de mobilité internationale, de prendre aussi, parce que ce sont des talents que vous envoyez à l'étranger, donc c'est de satisfaire par rapport aux besoins, c'est plutôt de les écouter, qu'est-ce qu'ils veulent de manière unanime, en sondant ce qu'ils veulent, plutôt que de décider à la tête d'un groupe, on va faire ci sans poser la question à ces personnes. En fait, souvent, on tire à côté de ce qu'ils veulent. C'est un peu malheureux. Et puis, il faut, dans les filiales, bien entendu, il y a aussi des nationaux. Si l'on fait des plans qui sont compliants, on peut permettre d'offrir à ces nationaux dans ces pays aussi une protection sociale adaptée et de ne pas les perdre. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps pour ces expatriés à former ces personnes à l'étranger. Potentiellement, c'est peut-être pour les garder, en fait. Donc, et eux aussi, finalement, s'ils veulent s'élever dans les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, ils attendent à avoir autre chose qu'un petit plan local qui ne va pas leur faire grand-chose. En fait, Donc, je pense qu'il faut penser de manière beaucoup plus globale, mais aussi penser filiale, en fait. Et donc cette partie aujourd'hui de l'assurance, pour moi, elle ne se gère pas à la tête d'un groupe. Elle doit avoir de manière globale, mais décentralisée, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être amené à assurer un groupe de 200-300 personnes, mais avec un assureur à la tête et 4 ou 5 assureurs qui vont gérer ces parties compliance et ce côté réglementaire, en fait, permettant d'optimiser d'ailleurs cette partie-là pour les entreprises, donc un coût
moins élevé, moins de doublons. On satisfait davantage les personnes en tenant compte aussi de leurs aspirations. En fait, hein. Voilà, et puis on met aussi quelque chose d'homogène. Ça paraît toujours bizarre de voir dans des sociétés que les Français sont toujours mis à part. J'ai toujours trouvé ça bizarre, contrairement au reste du monde où, j'allais dire, les expatriés sont tous traités de la même manière. En fait, hein. C'est surprenant. François, je pense que tu as des choses à rajouter sur ces points, je pense. Hein. Je pense surtout, en fait, ça dépend des. Les entreprises sont devant l'information, mais aussi les expatriés, leur volonté de partir à l'étranger. Il faut comprendre que les personnes sont, on va dire, expatriées, enfin, ils sont tous expatriés. On va dire qu'ils ont un vrai contrat d'expatriation avec un retour dans la société qui les a recrutés, par exemple si on prend en France ou ailleurs, etc. Et le constat quand même aujourd'hui, ce n'est plus ça la réalité. Les personnes partent dans des filiales, travailler dans ces filiales, payer en monnaie locale, avec des contrats de travail locaux, sur lesquels l'entreprise essaye de compléter quelque chose. Et non plus, je pars et j'ai un droit de retour. En fait, hein. C'est même d'ailleurs de la volonté des personnes, pour 36 millions de raisons. Parce qu'on vit peut-être beaucoup mieux à Singapour qu'en France, etc., ou dans d'autres pays, où il y a aussi le cadre de vie, etc. Donc, il est évident, des fois, l'expatrié n'a pas toujours conscience qu'il peut avoir des trous dans sa raquette, j'allais dire, sur le coup de de protection sociale. Et il faut aussi dire que de l'autre côté, l'entreprise cherche à optimiser, j'allais dire, la totalité de ses coûts, en fait. Hein, et que c'est plus simple pour elle de gérer, entre guillemets, cet expatrié dans une filiale locale, hein, plutôt que de le gérer à la tête du groupe. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'a guère de choix, de toute façon, que de le gérer un local, dans la mesure où elle se doit, dans la majorité des pays, d'avoir un contrat de droit local. Donc, finalement, on est obligé de respecter les règles. En fait, la problématique vient de certains pays qui vont être plus ou moins évolués sur le plan social, ou moins évolués sur le plan social, offrant ou n'offrant pas des droits à des personnes qui sont dans tel ou tel pays. On prendrait par exemple Singapour, qui est la destination préférée de nombreux expatriés. Pour autant, pour bénéficier des vrais droits locaux, il faut avoir une carte de résidence de 10 ans. Donc, autrement, finalement, on est traité comme un expatrié. Donc ça dépend finalement de ce qui est offert sur le plan local. Hein, ce que moi, je constate, en tout cas du côté anglo-saxon, au sens large, on va dire, les entreprises, on va dire, multinationales, contrairement aux entreprises françaises, qui est assez... Vraiment, cette particularité en France, on va faire tout un bloc, en fait. Hein, alors que côté anglo-saxon, on se préoccupe de la partie santé pure, pas de complément de CFE, je sais pas quoi, c'est du premier euro, premier US dollar. Toutes les nationalités sont à la même enseigne. Il est mis en place des régimes qui responsabilisent les personnes, avec beaucoup plus de prévention à l'intérieur de ces régimes. Alors, leur but, c'est de prévenir les risques, attirer l'attention de ces expatriés sur les risques, plutôt que d'avoir à éteindre des incendies. Puis ça rend compte aussi, c'est que le but, quand vous montez une politique de mobilité internationale, ce n'est pas d'avoir une prime qui fait 100 la première année, 120 la deuxième, 150, 200, et d'avoir toujours un groupe déficitaire. Le but, c'est d'être à l'équilibre, si je puis dire, hein, parce qu'en bout de course, de toute façon, ce sera toujours la société qui devra payer la note, et puis, on va dire, l'expatrié de manière finale. Donc ces éléments sont vraiment à prendre en considération, j'allais dire, dans la définition de cette politique de mobilité internationale. Et donc les anglo-saxons voient de manière beaucoup plus large. Ils vont beaucoup plus appréhender, si je reviens aux aspects retraite, de compensation à la française finalement, qui des fois ça ne marche pas. Mais ils utilisent des vrais assureurs avec des fonds de pension, en fait. Hein. C'est-à-dire que les entreprises cotisent, le salarié cotise et il reçoit finalement son retour à la fin de son expatriation, ou même s'il n'est pas expatrié, parce que cette même chose est offerte, on va dire, au cadre de l'entreprise locale et de la même manière qu'à l'expatrié, parce que finalement, le but aussi, c'est d'avoir une politique qui soit homogène. On ne veut pas faire de favoritisme dans les entreprises. Je crois que c'est pas bien d'ailleurs, en fait, hein. Puis ça se sait. Hein. Comment expliquer, par exemple, au directeur de la filiale locale qui est nationale, que lui n'aurait pas les mêmes droits que celui qui est expatrié, voire même en dessous de lui hiérarchiquement. Ça pose des problématiques, en fait. Hein. Donc c'est aussi sur une forme de consensus, j'allais dire, dans le cadre de cette protection sociale.